Europe 1, 8h17, l'interview de Jean-Pierre Elkabbach est à suivre en vidéo sur europe1.fr. Votre invité ce matin, Laurent Fabius, ministre des Affaires étrangères. Entre deux avions. Bienvenue Laurent Fabius. Merci, merci. Bonjour. Vous revenez de Chine avec le président de la République et hop, vous découvrez que les chefs du Parti socialiste veulent une confrontation avec l'Allemagne. Est-ce que vous vous êtes dit qu'ils sont devenus toqués, fous? Oui, je pense qu'il faut mettre un petit peu de raison et de calme dans tout cela. Et au fond, je pense qu'on peut résumer la position qu'il faut prendre en trois propositions. Un, le débat, oui, c'est parfaitement légitime. Il y a toujours eu des débats, vous avez suivi ça, entre Kohl et Mitterrand, entre... Oui, mais ça n'allait pas avec des vilains mots sur la place publique. Oui, alors j'y viens. Donc, le débat, oui, il y a des questions qu'il faut poser, qu'il faut trancher avec l'Allemagne. Deux, le pugilat, non. Et c'est ce à quoi vous faites allusion. Il est absolument anormal de mettre en cause tel ou tel dirigeant. Et en plus, nous avons, nous, nos propres responsabilités. L'Allemagne a ses responsabilités. Il y a des choses qu'en Allemagne, on peut souhaiter autrement. Mais le déficit français, c'est la France. Bon. Oui. Et trois, renforçons le partenariat. Donc, si on résume ainsi, le débat, oui. Le pugilat, non. Renforçons le partenariat. On arrive à quelque chose qui peut être positif. Comment aujourd'hui est-il possible de développer des arguments de germanophobie ? Non, mais ça n'a pas de sens. La France et l'Allemagne, c'est le cœur de la construction européenne. La France et l'Allemagne sont chacun le premier client, le premier fournisseur. Alors, qu'il puisse y avoir, surtout que ce ne sont pas les mêmes orientations politiques, des différences, oui, discutons-en. Mais il n'y a aucune raison d'opposer d'une manière absolument frontale un pays et un autre. Nous sommes amis. Oui, d'autant plus qu'on a l'impression que quand la France politique va mal, elle tape sur soit les prédécesseurs, soit la chancelière Merkel, soit l'autre. On tape sur l'autre. Oui, mais ça, c'est un grand classique. Mais il peut y avoir aussi, symétriquement, dans d'autres pays, le fait qu'on tape sur la France. Donc, évitons cela. Et je vous dis, essayons de reprendre ces trois propositions. Avançons, d'autant qu'il y a des partenariats qu'on peut développer. Par exemple, vous vous rappelez qu'on a décidé de faire une union bancaire, c'est-à-dire d'éviter toutes ces dérives qui ont existé en matière bancaire. Bon, on l'a décidé, faisons-le. Français. Mais justement, en matière d'énergie, faisons en sorte qu'on crée une communauté européenne de l'énergie. Bon, il y a des choses à faire. La chancelière Merkel est attaquée aujourd'hui chez elle par une sorte de conspiration des anti-européens. Ça s'est passé pendant que vous étiez en Chine. Des nostalgiques du Deutsche Mark qui veulent sortir l'Allemagne de la zone euro et ligoter la BCE pour pas qu'elle aide un certain nombre de pays qui ont besoin. Pourquoi aider ces gens-là? Pourquoi aider les anti-européens? On n'a pas à les aider. Maintenant, si l'Allemagne sortait de l'euro, ça aurait une conséquence immédiate. C'est que comme l'Allemagne est très exportatrice, la nouvelle monnaie allemande prendrait énormément de poids. Et du même coup, les exportations allemandes s'effondreraient. Donc je pense que Mme Merkel n'aura pas de mal à démontrer cela dans son pays. Cela dit, M. Elkabbach, en même temps, je suis le premier à dire qu'il y a des sujets de débat. Il est tout à fait normal qu'on débatte sur la rapidité avec laquelle on va pouvoir revenir à l'équilibre. C'est un bon débat. Oui, il est aussi normal de débattre sur le fait que les pays qui, passez-moi l'expression, en ont un peu sous la pédale, notamment l'Allemagne et les pays du Nord, doivent pouvoir renforcer leur croissance et les pays qui sont en difficulté budgétaire être plus sérieux budgétairement. C'est ça qu'il faut faire. Donc il faut que vous alliez bientôt peut-être à Berlin et surtout une rencontre, un déjeuner Hollande-Merkel. J'y suis souvent avec les mots adaptés qui freineraient cette fièvre anti-européenne probablement momentanée et anti-française. Parce qu'on voit les réactions de la presse allemande ce matin. Ramenons un petit peu de raison dans tout ça. L'Irak est à feu et sang. La Libye d'où vous venez est en armes et en morceaux. Les ressentissants français, est-ce qu'ils peuvent y vivre? Est-ce que les chefs d'entreprise doivent y aller toujours? Oui, la réponse est nettement oui. Vous avez vu qu'il y a eu un attentat la semaine dernière contre l'ambassade. Je suis allé juste après, contre l'ambassade de France qui aurait pu tuer. C'est un attentat très très lourd. Et l'attentat est fait contre la Libye, bien sûr, donc il faut que la Libye assure sa sécurité, contre la France et contre le rapprochement entre la Libye et la France. Donc on ne peut pas céder. Donc il faut que nos chefs d'entreprise, que d'une manière générale, les relations se développent entre nos deux peuples. Et comment empêcher la circulation constante, angoissante d'armes Ça, c'est un énorme dans toute sujet, cette région, qu'ils soient la Libye, la Tunisie et même le Mali. C'est un énorme sujet parce que du temps de Kadhafi, il y avait des armes absolument partout. Et nous sommes intervenus, vous vous rappelez, en Libye. Mais nous n'avons pas contrôlé la suite. Et du même coup, les armes se sont déversées dans l'ensemble de la région. C'est un immense danger. Alors, la Syrie, Barack Obama et David Cameron évoquent l'usage limité, mais l'usage d'armes chimiques par Bachar el-Assad. La France a-t-elle des certitudes? Non, nous n'avons pas de certitude. Il y a des indices qui ont été donnés par les Anglais.
aussi par les Américains. Nous sommes en train d'essayer de vérifier cela. Mais donc il est ni certain, certitude ni preuve ce matin. pas encore de preuves, mais on vérifie et on a demandé, vous l'avez peut-être vu, aux Nations Unies, au secrétaire général des Nations Unies, d'ordonner une enquête dans l'ensemble de la Syrie pour voir ce qu'il en était. Et ce qui est quand même indicatif, c'est que la Syrie a refusé de laisser pénétrer sur son territoire des enquêteurs. Et alors, qu'est-ce qu'on fait? Alors qu'est-ce qu'on Ils peuvent fait? pas passer les On frontières développe de force, par nos hein. propres moyens toute une série d'investigations. Et il est vrai, à la fois Obama l'a déclaré, Hollande l'a déclaré, mais aussi les Russes, que s'il était avéré qu'il y a utilisation des armes chimiques en Syrie, à ce moment-là, ça change pas mal de choses. Ça dans veut la dire qu'on réaction ne des pays. laisserait pas faire, on ne laisserait pas Bachar el-Assad gazer son propre peuple. Exactement. Et ça veut dire qu'il y a une opération militaire qui peut être en préparation. Ça veut dire que l'ensemble des pays que je viens de citer réfléchissent activement à cela et précisément. Ça veut dire les préparent. La livraison d'armes aux insurgés de Syrie, vous vous rappelez, vous et le président, vous l'envisagiez. Et quelques jours plus tard, vous avez fait marche arrière. Est-ce que c'est parce que vous avez découvert que les insurgés sont en partie dominés par un noyau dur, Non. Al-Nosra, qui est surtout proche d'Al-Qaïda? Non, on n'a pas découvert cela. On sait la complexité de la situation. Elle est quoi? D'abord, en Syrie, près de 100 000 morts, des millions de réfugiés, avec des risques gravissimes, pas seulement sur la Syrie, mais sur la Jordanie, sur l'Irak, sur la Turquie, sur le Liban et même sur Israël. Donc c'est un drame absolu. Alors il faut en sortir. La seule bonne solution, c'est la solution politique. Mais pour l'instant, Bachar ne veut pas bouger. Donc on est obligé en même temps de regarder comment permettre aux résistants syriens de ne pas recevoir des bombes sur la tête. Et puis, il y a les divisions de l'opposition syrienne. Vous avez déploré que celui qui était crédible ait décidé de démissionner parce qu'il ne pouvait pas travailler. Il a démissionné la semaine dernière. Alors, il y a, quand on regarde la situation, à la fois du très inquiétant, de l'incertain et du positif et du négatif. Le très inquiétant, c'est la situation de la Syrie. L'incertain, c'est ce que vous avez dit, ce que nous avons dit sur les armes chimiques. Le positif, c'est que les Américains semblent maintenant vraiment considérer, et ils ont raison, que c'est un vrai problème. Le négatif, ou en tout cas l'incertain, c'est que la coalition des résistants n'est pas aussi unie qu'on voudrait le voir. Donc... Mais, je termine par là, sur ce point, il faut faire extraordinairement attention parce que si la situation ne bouge pas dans le bon sens, on risque d'avoir une extrémisation des deux côtés, c'est-à-dire d'un côté les Iraniens et les Syriens extrémistes chiites, de l'autre les extrémistes sunnites qui s'appellent Al-Qaïda. Donc la situation est dangereuse. Donc il faut faire bouger la situation. Donc nous discutons avec à la fois les pays de la région, les Russes, les Américains et les autres. Et vous avez des voyages encore, c'est bien 12 fois le tour du monde, c'est ça, depuis que vous êtes ministre? Oui, depuis 11 mois, oui. Mais de temps en temps, quand vous revenez, vous trouvez l'état de la France et des batailles politiques. La mode est à l'union nationale. Est-ce que c'est actuel? Dans le journal du dimanche. Non, mais dans tous les débats, les radios étaient peut-être inspirées par le journal du dimanche. Oui. Est-ce que c'est possible en France, l'union nationale? Écoutez, je crois que c'est un vieux rêve. Hein. Au fond, on prend les meilleurs de part et d'autre, on les met ensemble et les problèmes sont réglés. Alors, si mais maintenant... c'est un vieux rêve, ça veut dire irréalisable? Pour l'instant, ça ne s'est pas réalisé parce que la réalité, je lisais un texte d'Alain Juppé avec lequel je suis d'accord là-dessus, il disait, mais si on veut l'union nationale, il faut d'abord qu'il y ait une politique nationale sur laquelle la droite et la gauche soient d'accord. Pour le moment, on ne le voit pas. Mais ce que j'en tire comme conséquence, c'est qu'il y a une volonté en tout cas de cohésion et d'éviter les querelles inutiles. Et là-dessus, je suis tout à fait d'accord et j'essaye dans mon domaine de la politique étrangère de faire en sorte qu'on rassemble le maximum de Français. Par exemple, au Mali, la semaine dernière, nous avons fait voter à l'unanimité, je dis bien à l'unanimité, un soutien à la démarche française. Et la même chose d'ailleurs à l'ONU. Si le président vous interroge, le président Hollande, ou quand il vous interroge... Sur quoi ? Comme le faisait quelquefois François Mitterrand, est-ce que vous lui recommanderiez une nouvelle étape du quinquennat? Je lui recommande surtout, comme il l'a fait d'ailleurs dans une conférence de presse qu'il a faite, qui était très réussie, de bien montrer que nous ne vivons pas seulement une crise, nous vivons un changement de monde. Et que la France et l'Europe ont affaire à ce changement de monde. Ça ne mettra pas 3 mois, mais c'est de ça qu'il s'agit. Vous ne m'avez pas répondu, Laurent Fabius. Est-ce qu'il faut une nouvelle étape?
il faut expliquer Ça suffit ce pas à qu'on est expliquer. en train de faire. Il faut être totalement cohérent. Il faut que le gouvernement, la majorité, soit cohérent. Vous voyez ce que je veux dire? Et puis, il faut bien évidemment tracer un cap. Alors, il y a des étapes successives, bon, mais je crois que je vais répondre indirectement à votre question. Ça va prendre 30 secondes. L'autre jour, je voyais des députés. Et je leur dis alors comment ça va? Bon, c'est pas facile en ce moment, etc. Et je dis mais est-ce que on vous engueule? Est-ce que non. Les gens ont le sentiment que les politiques n'accrochent pas sur la situation. Et donc il faut montrer La faute à qui? que la politique, à nous tous, que la politique peut améliorer les choses, mais je préviens, ça va prendre du temps. Oui, mais c'est un Les gens moment le savent. exceptionnel et historique. La gauche détient l'Élysée, Matignon, Bercy, l'Assemblée, le Sénat, le Quai d'Orsay, les mairies de Paris, de Lyon, les régions, et elle perd pied. Non. Ouais. On verra lors des élections majeures. Mais simplement, ce que vous avez dit est exact. Ça prouve qu'il faut utiliser ces forces que nous avons pour tracer une perspective. Et je le répète, expliquer aux Français Ça suffit pas que l'explication. Mais expliquer, et puis après, Mais traduire un résultat, est-ce que ça veut dire- qu'il s'agit d'un changement de monde. Mais, Bon, oui. et c'est sur ce gouvernement que, sur ses épaules et celles du président de la République, que ce changement de monde où la France doit trouver sa pour y place arriver, va avoir lieu. Pour y arriver, ni coalition, ni cohabitation, ni union nationale. En tout cas, rassemblement, oui, rassemblement, esprit de rassemblement. Par exemple, ça signifie que maintenant que le mariage pour tous a été voté, je ne pense pas qu'il faut se précipiter pour aller vers d'autres réformes, au demeurant souhaitables, mais qui risqueraient de diviser la France. Mais il y a d'autres problèmes économiques, etc. Et Qui ont la priorité. Vous saluez l'union nationale en Italie, même avec Servio Berlusconi. Non. Et ce qui est bon pour l'Italie et pour d'autres n'est pas bon pour nous. Écoutez, l'Italie est dans une situation épouvantable. Vous avez vu le vote qui a eu lieu. En France, il y a une majorité. À elle de travailler sous le contrôle de l'opposition en essayant de rassembler les Français. Merci. Merci beaucoup Laurent Fabius, merci Jean-Pierre Elkabbach.